Alors, je suppose que je vais créer tout d'abord un projet Java. Donc, Java Project. Alors, dans ce projet-là, donc, on va essayer donc de voir les concepts qui sont liés au polymorphisme. Alors, dans ce problème, comme je disais, donc, on veut créer une application qui permet de manipuler des fruits qui peuvent être soit des pommes ou bien des oranges. Et du coup, donc, on va tout d'abord commencer par créer la classe fruits. Alors, on va supposer qu'il est dans un package, par exemple, quelconque. On va spécifier, par exemple, les packages A.B, tout simplement. Alors, la classe fruit, déjà, on peut dire que c'est une classe qui est abstraite. Alors, une classe abstraite, c'est une classe, je vous rappelle, c'est une classe qu'on ne peut pas instancier et généralement qui est utilisée pour l'héritage. Donc, abstract. Alors, on va supposer qu'un fruit est défini par un attribut protégé, protected, int, le poids. On va supposer que nous avons un constructeur sans paramètres. Alors, ce qu'on va faire, c'est juste afficher un message pour indiquer qu'en quoi il y a création d'un fruit. Après, on va ajouter une méthode affiche qui va afficher le message c'est un fruit. Et après, c'est tout. Donc ça, c'est la classe. C'est la classe plutôt fruit. Après, donc, on va créer des classes dérivées. On va créer la classe pomme. La classe pomme. Dans le même package. Alors, on va supposer que la classe pomme hérite de la classe fruit. Alors, bien sûr, donc il n'y a pas d'attribut en plus, mais j'ai besoin de définir le constructeur de la classe pomme. Alors, supposons que je vais créer un constructeur avec paramètres. Le poids. Alors, bien sûr, P, ça représente le poids, donc ça veut dire qu'on va initialiser le poids à P, n'est-ce pas? Alors, on voit déjà que j'ai le droit d'accéder directement au poids. Pourquoi? Parce que l'attribut poids est protected. Donc, protected avec en fait, l'héritage, donc j'ai le droit d'accéder directement. Pas de souci. Et en même temps, je vais afficher un message création d'une pomme de P de poids, par exemple, grammes. Alors, poids. Il y a quelque chose qui manque? Ah, point. Alors, ici, c'est pas point, c'est le poids. Enregistrer. Et on va modifier à ce niveau-là. Alors, après, on va redéfinir la méthode affiche. CTRL espace. Alors, une redéfinition dans laquelle je vais juste afficher le message. C'est une pomme. Et après, par la suite, je vais ajouter une méthode affiche point. Public void affiche poids. Dans laquelle j'affiche un message, le poids de la pomme et, par exemple, alors quelque chose de simple. Alors, et après, on va faire la même chose pour la classe orange. Alors, je vais enregistrer sous une autre classe que je vais appeler orange. Dans le même package. Et ici, donc, je change le mot pomme avec orange. Il n'y a rien de spécial. Ici, donc, création d'une orange. C'est une orange. Le poids de l'orange. Voilà. Alors ça, c'est un simple modèle. Vous avez donc une classe abstraite et des classes dérivées. Maintenant, on va essayer donc de faire quelques tests. Je crée une application. Alors, une application que je vais mettre dans un package, par exemple, test, qui contient la méthode main.
le package et la classe. Application. Application 1. Alors tout d'abord, nous allons s'intéresser à l'instanciation. Alors quand vous avez l'héritage, on va essayer donc de créer une instance d'une pomme. Pour créer un objet de la classe pomme, donc je vais déclarer un objet pomme. Alors forcément, j'ai besoin d'importer le package, ça vous le savez parce que je ne suis pas dans le même package. POM-P égale new POM. Et après, j'ai besoin de spécifier le poids. N'est-ce pas? Alors, d'après les connaissances que vous avez jusqu'à maintenant, d'après vous, quand je crée la pomme, quel est le message qui va être affiché? Alors, si je vois bien la classe pomme, on va la regarder. Alors, la classe pomme, je sais que new, on appelle le constructeur, n'est-ce pas? Le constructeur, il va initialiser. Et après, a priori, il devrait nous afficher le message création d'une pomme de 80 grammes, n'est-ce pas? Alors, on va exécuter et on va voir. Alors, la première surprise, c'est que vous allez avoir le message suivant. Regardez, il y a quelque chose d'important ici. C'est que je vois le message création d'un fruit et après création d'une pomme de 80 grammes. Alors, qu'est-ce qui se passe tout d'abord? Alors maintenant, si vous avez la classe pomme hérite de la classe fruit, vous devrez savoir qu'à chaque fois que vous créez un objet de pomme, il y a tout d'abord création d'un objet fruit. Alors, j'avais déjà l'occasion de vous expliquer ça dans le concept de l'héritage, si vous vous rappelez. Alors, c'est exactement ce qui se passe. C'est que, qu'est-ce qui nous montre que un objet de type fruit est créé? C'est que le constructeur a été appelé implicitement. Donc, on sait déjà que pour faire appel au constructeur de la classe parente, généralement, on utilise le mot super. Vous vous rappelez? Vous voyez donc, est-ce qu'on a utilisé ce mot super? Non, on ne l'a pas utilisé, mais vous voyez qu'il est appelé implicitement. Donc, ça veut dire que c'est exactement, c'est comme si on met ici. Alors, quand vous mettez super sans paramètre, ça ne sert à rien de le mettre parce que de toute façon, il va le faire implicitement. Mais bien sûr, si le constructeur de la classe parente possède des paramètres, alors là, ce n'est pas le cas parce qu'il faut le spécifier. Donc, l'essentiel, on va garder une chose déjà qui est importante, c'est que le premier point, c'est que quand on crée une instance d'une classe, il y a instantiation de la classe parente. La classe A hérite de la classe B et la classe B hérite de la classe C. En créant un objet de A, il y a automatiquement création d'un objet de B, il y a automatiquement création d'un objet C. N'est-ce pas? Ça, c'est la première des choses. Alors, c'est pareil, bien sûr, pour l'orange. Si vous voulez créer, par exemple, un objet de type orange, O égale new orange, on va spécifier le poids, ben, on aura le même résultat, c'est-à-dire j'ai le message création d'un fruit, création d'une orange. Alors maintenant, parfois ce qui se passe, c'est que dans la classe fruit, vous n'avez pas de constructeur sans paramètres. Alors, vous avez un constructeur, par exemple, vous dites un constructeur dans lequel vous mettez le poids. N'est-ce pas? Après, vous dites, vous initialisez le poids, ce qui est tout à fait correct. 10 points poids égale à P. OK? Alors, regardez maintenant ce qui se passe. Alors, vous savez que quand on ne crée pas de constructeur, il y a un constructeur par défaut. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Mais quand on a un constructeur avec paramètres, le constructeur par défaut n'est pas créé. Alors maintenant, déjà, le premier problème que vous allez avoir ici, c'est qu'il vous dit que implicite super constructeur n'est pas défini. Il vous dit que parce que de toute façon, quand dans le constructeur d'une classe dérivée, on est toujours obligé d'utiliser un super. Parce que de toute façon, pour créer un constructeur, quand on crée un objet, il y a automatiquement instantiation de la classe parente. Mais par défaut, le constructeur qui est appelé généralement, c'est le constructeur sans paramètres. Or, maintenant, on n'a pas de constructeur sans paramètres. Alors, c'est la raison par laquelle, ici, vous voyez donc déjà votre conception, il bloque à ce niveau-là. Le seul moyen maintenant, ici, pour résoudre le problème, c'est d'utiliser super, mais cette fois-ci, alors bien sûr, si vous mettez super, ça ne va pas marcher, c'est normal. Si vous mettez super, ça veut dire qu'il y a un constructeur sans paramètres dans la classe parente.
alors que ce n'est pas le cas. Alors ici, on va mettre super P. Alors bien sûr, quand on met super P, ça ne sert plus à rien de l'initialiser. Là, pourquoi? Parce qu'il est déjà initialisé dans la classe parente, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que quand on crée une instance d'une classe, il y a instantiation de la classe parente, soit implicitement, soit explicitement. Alors, implicitement, généralement, quand il y a un constructeur sans paramètres, c'est celui qui va être appelé. Alors, s'il n'y a pas de constructeur sans paramètres, alors il faut spécifier explicitement quel est le constructeur qui va être appelé. Sinon, votre classe dérivée ne sera pas compilée. C'est bon? Alors, ça, c'est le premier point. Alors, je vais garder la solution de tout à l'heure. Je vais annuler. Et je suis dans le cas de la classe fruit, dans laquelle nous avons supposé que nous avons un constructeur sans paramètres. Et là, il n'y a pas de problème. On a vu que le constructeur sans paramètres, il est appelé implicitement. Donc, je ne suis pas obligé de spécifier ici. Super. Parce que de toute façon, il est appelé implicitement. C'est bon? Alors, maintenant, le deuxième point. Voyons la notion de surcasting. Alors, la notion de surcasting d'objet. Alors, ici, donc, je déclare un fruit f. Alors, quand je déclare un fruit f, alors ça veut dire que tout simplement f, c'est un handle, c'est une variable qui est de type fruit. Alors maintenant, la question, est-ce que je peux affecter, est-ce que je peux déjà créer un fruit comme ça? Non, on a vu qu'on ne peut pas le créer. Pourquoi? Parce que la classe fruit, c'est une classe abstraite. Alors, une classe abstraite, c'est une classe qu'on ne peut pas instancier, donc ça veut dire que c'est un fruit, mais en principe, on doit créer soit une pomme, soit une orange. Alors, est-ce que je peux lui affecter un objet de type pomme? Alors, la réponse est oui. Ça marche. C'est-à-dire que je peux bien déclarer un attribut de type fruit et je peux lui affecter une instance de type pomme. N'est-ce pas? Comme je peux lui affecter un objet de type orange. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ça, c'est un surcasting. Alors, c'est quoi le surcasting? Ça veut dire quoi? Je peux créer un objet de type pomme et je l'affecte à une variable de type fruit. C'est-à-dire je passe d'un cas particulier vers un cas plus général. C'est-à-dire que la réalité que c'est une pomme, mais je la considère en tant que fruit. Vous vous rappelez tout à l'heure l'histoire de 3 pommes plus 5 oranges. Alors, pour résoudre le problème, il faut considérer comme quoi une pomme, c'est un fruit et l'orange, c'est un fruit. Alors ici donc, déjà on découvre une chose, c'est que dans Java, le surcasting des objets peut se faire implicitement. Il n'y a pas de problème. Si vous avez une classe, un objet de type pomme, on peut toujours l'affecter à un objet de type fruit. Comme également, je peux l'affecter à un objet de type object. N'est-ce pas? Ça marche. Pourquoi? Parce que nous savons que toutes les classes héritent de la classe object. N'est-ce pas? Parce que la classe fruit, il hérite implicitement de la classe object. Donc je peux bien déclarer un objet de type object et je peux lui affecter un objet de n'importe quelle instance. N'est-ce pas? Alors ici, donc, je reste sur le cas de fruit pour rester dans mon modèle. Mais le surcasting peut se faire également explicitement. Alors si vous voulez faire le surcasting explicitement, on va utiliser new pomme et on va mettre entre parenthèses fruit. Et ça marche. Alors c'est quoi ça? Ça veut dire que je crée un objet de type pomme et je le surcaste en fruit. Mais ici, donc, en principe, on vient de voir que le surcasting, vous n'avez pas besoin de le faire explicitement. Pourquoi? Parce qu'il se fait implicitement. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? C'est bon? Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu bloqué dans votre machine. On dirait que votre machine a plus besoin de vous ce matin. Alors, ça, c'est le surcasting. Donc, le deuxième point que vous devrez noter, c'est que le surcasting peut se faire implicitement comme il peut se faire explicitement. Alors, on n'a pas besoin de faire le surcasting explicite parce qu'il peut se faire implicitement. Je peux bien créer un objet de type pomme et je l'affecte à un objet de type fruit. Alors, ça, c'est un surcasting explicite et ça, c'est un surcasting implicite. C'est bon? Voilà le deuxième point. Alors, maintenant, nous allons voir le troisième point qui est le sous-casting. Alors maintenant, vous venez de créer un objet de type pomme que vous avez affecté à une variable de type fruit.
Supposons vous voulez faire appel à la méthode affiche poids. Vous voulez faire appel à la méthode affiche poids de l'objet f. Je sais que pour moi, en réalité, c'est quoi? C'est une pomme. Est-ce que la classe pomme possède une méthode affiche poids? Oui. Maintenant, je voudrais appeler la méthode affiche poids de cette pomme que je viens de créer. Alors, le premier problème que vous allez rencontrer, c'est que le compilateur n'accepte pas cette écriture. Alors, pourquoi? Parce que le compilateur... Exactement. Alors maintenant, comment le compilateur? Parce qu'on va faire maintenant la différence entre deux choses. Le compilateur, la compilation et l'exécution. Alors, le compilateur, comment il travaille? C'est que vous écrivez dans votre programme f.affiche-poids. Pour le compilateur, il va regarder f, il est déclaré de quel type? De type fruit. Ensuite, il va regarder dans la structure de fruit, est-ce qu'il y a une méthode affiche-poids? Pour lui, cette méthode n'existe pas. Il vous dit que, d'ailleurs, ici, le message, il est clair. La méthode affiche-poids n'est pas définie dans la classe fruit, ce qui est normal. N'est-ce pas? Or, la réalité, c'est que l'objet que j'ai affecté à la variable f, c'est une pomme. Alors, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que je suis en train de faire un sous-casting. Pourquoi un sous-casting? Parce que c'est vrai que f, c'est un fruit. Regardez, f, c'est un fruit. Mais en réalité, c'est une pomme. C'est-à-dire, je suis maintenant en train de passer d'un cas général, qui est f, un fruit, vers un cas particulier, que c'est une pomme. Alors, on vient de découvrir que dans ce genre de situation, c'est que le sous-casting ne peut pas se faire implicitement. Il faut le faire explicitement. Alors, comment on va le faire explicitement? Ben, tout simplement, on va dire que f, c'est vrai que c'est un fruit, mais en réalité, c'est une pomme. Et après, on va ajouter des parenthèses avant le point, comme ça. Alors, ça veut dire quoi? Ici, donc, nous avons corrigé le problème de compilation. Ça veut dire que ici, f, c'est un fruit, mais en réalité, c'est une pomme. Et pour le compilateur, il va comprendre que la méthode affiche-poids qu'on cherche, c'est de la classe pomme. Donc, ça, c'est quoi ça? C'est un sous-casting, mais qui est explicite. Alors, dans ce genre de situation, le sous-casting ne peut se faire que explicitement. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, si le sous-casting peut se faire explicitement pour le cas de la méthode affiche-poids, qu'est-ce qui se passe pour la méthode affiche? Je veux appeler la méthode affiche. Regardez, est-ce que ça marche? Alors la méthode affiche, ça marche. Alors maintenant, ici, la méthode affiche, pourquoi? Parce que j'ai déjà une classe, une méthode affiche dans la classe fruit, n'est-ce pas? Alors maintenant, la question que je vous pose, quand on va exécuter ça, alors déjà, si vous voulez pour ne pas sauter les étapes, on va exécuter cette application pour voir que réellement, il va nous afficher le poids de la pomme est 50. C'est-à-dire, il a bien appelé la méthode affiche poids de la classe pomme. Alors, je la mets en commentaire, c'est-à-dire ça, le sous-casting. Maintenant, pour le cas de affiche. Alors, la question que je vous pose maintenant, et ça c'est très important parce que c'est là où il y a le polymorphisme. Quelle est la méthode qui va être appelée au moment de l'exécution? Est-ce qu'il va appeler la méthode affiche de la classe fruit, ou bien de pomme, ou bien de orange? Fruit. Pomme. Hein? Fruit. Alors, la réponse, elle est là. Regardez. Fruit. La réponse... Alors, attendez. Alors, qu'est-ce que vous constatez déjà? Bon, la réponse, elle est là. Alors, maintenant, il faut chercher l'explication. C'est que ici, il a appelé la méthode affiche de pomme. Pourquoi? Parce que c'est vrai que f, c'est une variable de type fruit, n'est-ce pas? Mais en réalité, il représente une pomme. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de faire un sous-casting. Mais cette fois-ci, c'est un sous-casting qui est implicite. Autrement dit, c'est comme si vous mettez pomme, affiche, n'est-ce pas? C'est-à-dire que f, c'est vrai que c'est un fruit, mais en réalité, c'est une pomme. Alors, sauf que ici, est-ce qu'on a besoin de faire du sous-casting explicitement? Non. On vient d'apprendre que dans cette situation, le sous-casting se fait
implicitement. Alors, grâce à un phénomène qui s'appelle le late binding. Le late binding, c'est-à-dire la liaison tardive. Alors, je vais vous expliquer ce phénomène-là, et après, on va essayer donc de voir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Alors ça, dans le support, on a tout ça. Donc voilà, la création des instances, on a vu ça. Bon, le late binding, il est là. Alors, notez bien ça, c'est que dans la plupart des langages de programmation structurés, c'est-à-dire les langages classiques de la programmation structurée, par exemple, vous utilisez le langage C, par exemple, pour faire la compilation. Alors, qu'est-ce qui se passe le compilateur? Le compilateur, quand il rencontre l'appel à une méthode, vous appelez à un moment donné une méthode, par exemple, calcul, et bien tout simplement, c'est au moment de la compilation que le compilateur va chercher, va faire la liaison avec la méthode qui va être appelée. Quand je compile, je rencontre, par exemple, il y a une méthode calcul, ben, je dois chercher dans mes bibliothèques quelle est la méthode calcul que je vais appeler. Ça se fait au moment de la compilation. Alors ça, cette technique-là, c'est ce que nous appelons la technique de early binding, c'est-à-dire la liaison précoce. Ça veut dire quoi, early binding? La liaison précoce, ça veut dire que le lien entre l'appel et la méthode se fait au moment de la compilation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans la programmation structurée, vous ne pouvez pas créer plusieurs méthodes qui ont le même nom. Dans la programmation structurée, vous ne pouvez pas dans un programme écrire plusieurs méthodes qui ont le même nom. Pourquoi? Parce que le compilateur, il fait ce qu'on appelle la compilation statique en utilisant le phénomène de early binding, c'est-à-dire la liaison précoce. Ça veut dire que c'est au moment de la compilation que le compilateur va faire le lien avec la méthode qui va être appelée. N'est-ce pas? Donc ça, c'est pour les langages de programmation non orientés objet. Alors maintenant, pour les programmes, les langages orientés objet comme Java, il utilise bien sûr la technique de early binding. Il est également utilisé par le compilateur, mais uniquement pour les méthodes qui sont déclarées final. Alors, je vous rappelle qu'une méthode final, c'est une méthode qu'on ne peut pas redéfinir dans les classes dérivées. Ça veut dire qu'une méthode final, il y a une seule version. On ne peut pas avoir plusieurs versions de la méthode final. Ben, il dit que donc, quand vous faites appel à une méthode final, ben, vous devrez savoir c'est qu'au moment de la compilation, que le compilateur va faire le lien avec la méthode. Donc ça, c'est pour les méthodes final. Le lien entre l'appel et la méthode se fait au moment de la compilation. Mais en revanche, bien sûr, il y a quand même un avantage pour ces techniques de early binding, c'est l'optimisation. Est-ce que vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais dit que final est utilisé pour deux raisons. La raison de sécurité, et sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de redéfinir des méthodes, on n'a pas le droit d'hériter, on n'aura pas le droit de modifier la valeur d'une variable final. Mais également, il y a une raison d'optimisation. Alors, vous voyez donc, quand vous utilisez final, c'est que au moment de la compilation, votre programme il est déjà optimisé. C'est-à-dire le lien entre l'appel et les méthodes se fait au moment de la compilation. Donc, c'est-à-dire que les membres qui sont déclarés final, ils sont traités par le compilateur, ils sont déjà traités d'une manière différente par rapport aux membres qui ne sont pas final. Mais pour les méthodes qui ne sont pas déclarées final, la technique utilisée c'est late binding, c'est-à-dire la liaison tardive. Alors, la liaison tardive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le compilateur n'établit le lien avec la bonne version de la méthode qu'au moment de l'exécution et non pas au moment de la compilation. Alors, de late binding, ça veut dire quoi? Le compilateur, il rencontre l'appel à une méthode. Et après, la question maintenant qu'on est en train de chercher, quand le compilateur rencontre l'appel à une méthode, est-ce qu'il va chercher quelle est la version de la méthode qu'il va exécuter? La réponse est non. Dans le late binding, c'est que le compilateur ne va rien faire. Il ne va pas chercher à faire le lien avec la méthode. Mais quand est-ce qu'il va faire ça? C'est au moment de l'exécution. Alors, regardez notre exemple ici. On est exactement dans cette situation. Quand vous appelez la méthode affiche de f, alors bien sûr, la méthode affiche, ce n'est pas une méthode final, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que la technique qu'il va utiliser, c'est le late binding. Ça veut dire qu'au moment de la compilation, est-ce que le compilateur va commencer à chercher? Est-ce qu'il va appeler la méthode affiche de fruit?
ou bien de pomme, ou bien de orange? La réponse est non. Pour lui, est-ce que la classe fruit possède une méthode affiche? Ça marche, il compile. Mais au moment de l'exécution, je sais que f, il peut représenter une pomme, comme à un autre instant donné, il peut représenter une orange. Ici, à nouveau, j'ai f.affiche. Alors, si vous utilisez la technique de late binding, vous dites, voilà, ici, à ce stade-là, quelle est la méthode qu'il va appeler? Est-ce que c'est la méthode de pomme ou orange? On a déjà découvert qu'il a appelé la méthode affiche de pomme, parce qu'à cet instant-là, f représente une pomme. Mais à cet instant-là encore, il va appeler quelle est la méthode? De orange. Pourquoi? Parce que f, il représente une. Ça veut dire ici, il vient de faire un stochastic implicite. Grâce à quel phénomène? De late binding. Qui fait que au moment de l'exécution que la machine virtuelle Java, en fait, qui va s'occuper d'exécuter l'application, c'est au moment de l'exécution qu'elle va chercher quelle est la bonne version de la méthode. Alors c'est exactement ce qui est dit ici dans le support de cours, c'est que en fait le lien ne sera établi avec la bonne version qu'au moment de l'exécution, parce que c'est normal, parce que c'est au moment de l'exécution qu'on va commencer à créer les objets. Alors dans notre exemple, la méthode affiche possède combien de versions? 3 versions. Une version dans la classe fruit, dans pomme et dans orange. Grâce au phénomène de late binding, donc Java est capable de déterminer automatiquement quelle est la bonne version de la méthode qui va être appelée. Est-ce que c'est clair? Et ici, maintenant, nous allons voir quelles sont les conséquences. Les conséquences de ces 3 points. Parce qu'on vient de voir maintenant 4 points. Le premier, c'est l'instanciation. Quand je crée une instance d'une classe, il y a instanciation de la classe parente. Le deuxième point, c'est quoi? Surcasting. Le surcasting des objets peut se faire implicitement. Le troisième point, le surcasting ne peut se faire que explicitement si la méthode n'est pas déclarée dans la classe parente. C'est le cas de la méthode affiche poids. Parce qu'en fait, le cas de la méthode affiche poids, ici, n'est-ce pas? Alors pour le cas de la méthode affiche poids, on a vu que le compilateur ne compile pas ça parce que pour lui, la méthode affiche poids n'existe pas dans la classe fruit, n'est-ce pas? Et du coup, donc, si la méthode n'est pas déclarée dans la classe parente, c'est-à-dire dans la classe qui représente l'attribut, plutôt le handle, et bien tout simplement, on est obligé de faire un stochastic explicitement. C'est le seul moyen pour résoudre le problème, n'est-ce pas? Alors que le quatrième point, on a vu que si la méthode est déclarée dans la classe parente, et bien tout simplement, le stochastic peut également se faire implicitement, grâce au phénomène du late binding. Alors, on va exécuter ça, on peut voir, vérifier ce que nous avons spécifié. Regardez bien, ici c'est une pomme, et là c'est une orange. Donc, ça vérifie bien qu'il y a ici un stochastic implicite. Alors maintenant, je reviens à ta question, parce que je crois que j'ai répondu à la question. Alors maintenant, si maintenant, on va essayer donc de voir les conséquences. Les conséquences, ils sont là. Maintenant, dans la réalité des applications, quand je crée une application, je vais créer une application qui permet de gérer plusieurs fruits, des fruits. Alors, et du coup, donc, vous serez amené à déclarer des tableaux, n'est-ce pas? Alors, on va vous montrer comment utiliser les tableaux, par exemple, d'objets. Alors, pour déclarer un tableau de fruits, je vais déclarer fruits, entre crochets, les fruits. Alors, c'est quoi ça? Je suis en train de déclarer les fruits, un tableau du fruit. Est-ce que le tableau est créé? Non. Alors, si vous voulez créer le tableau, il faut à nouveau, à un moment donné, écrire les fruits égale new fruits, entre crochets, et vous spécifiez la dimension. Quand vous créez un tableau, par exemple, vous créez un tableau de 3 fruits. Vous avez créé un tableau de fruits. Mais est-ce que les fruits sont créés encore? Pas encore. Alors, on va essayer donc de montrer ça ici. Alors, quand vous dites les fruits, je crée un tableau, mais chaque élément du tableau représente un fruit. Mais ce fruit-là, ça peut être soit une pomme, soit une orange. Alors ici, donc, je vois par exemple le tableau qui représente pomme, orange, pomme.
n'est-ce pas? Mais au début, quand je crée le tableau, le tableau, qu'est-ce qu'il contient? C'est des valeurs nulles. C'est-à-dire que au début, donc, les objets ne sont pas créés. Alors maintenant, pour spécifier les éléments du tableau, alors ici, donc, je le fais exprès, c'est pour dire qu'il y a la déclaration du tableau, il y a la création du tableau. Ça, c'est la déclaration, et ça, c'est la création. Alors, si vous voulez le faire en même temps que la déclaration, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez directement égal du fruit. Alors, c'est-à-dire vous déclarez, mais en même temps, vous créez le tableau. Alors, après, on va créer, maintenant, on va remplir le tableau par les objets. Les fruits de 0, c'est-à-dire le premier élément du tableau, c'est un. Alors,